Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. Les 15 et 22 mars prochains, près de 3 millions d'électeurs du Nord et du Pas-de-Calais éliront leur maire. Pendant des décennies, l'issue semblait souvent écrite d'avance. La région était un bastion socialiste. De Lille à Lens, de Boulogne-sur-Mer au bassin minier, la gauche structurait durablement le pouvoir municipal. En 2002, après le 21 avril qui a vu Jean-Marie Le Pen et le Front National arriver au second tour de la présidentielle, le Front républicain fonctionnait encore massivement ici. Mais en 20 ans, la carte électorale s'est transformée. En 2022, Marine Le Pen dépasse les 52% au second tour dans les Hauts-de-France. Au premier tour, le Rassemblement national atteint même plus de 33% dans la région, soit près de 10 points au-dessus de sa moyenne nationale. Pourtant, au municipal de 2020, le RN ne gagne que très peu de villes. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, il est à la tête de 2 communes emblématiques du bassin minier, Hénin-Beaumont, conquise en 2014 par Steve Briouat, et Bruy-la-Bussière, remportée en 2020 par Ludovic Pajot. Ailleurs, à Lens, Boulogne-sur-Mer, Calais ou encore dans des villes plus petites comme Auchel et Lillers, le parti d'extrême droite est devenu une opposition structurée, parfois majoritaire, aux législatives. Alors, que reste-t-il du bastion rouge ? Les municipales de mars 2026 peuvent-elles transformer cette domination nationale du RN en pouvoir local durable ? Dans le premier épisode de notre série en 2 volets sur les élections municipales, on remonte le fil de cette transformation politique pour comprendre comment la région est passée d'un système socialiste solidement implanté à un territoire politiquement fragmenté où le RN est devenu incontournable mais pas encore hégémonique dans les mairies. On en parle avec Laurent Decotte et Sébastien Leroy, tous les deux journalistes au service régional de la rédaction et spécialistes politiques. Bonjour à tous les deux. Bonjour Élodie. Alors pour commencer, quand on parle du Nord-Pas-de-Calais comme d'un bastion socialiste ou communiste, de quoi parle-t-on concrètement? Quelle était la réalité municipale derrière cette expression ? La réalité municipale de gauche dans la région, elle a longtemps été effectivement prééminente. On est dans une région qui a quasiment vu la naissance du socialisme, si on remonte très très loin, et même du socialisme municipal, c'est-à-dire l'application au niveau très local au début du XXe siècle d'un programme, en tout cas d'une plateforme portée par l'Internationale socialiste à l'époque, donc la SFIO au tout début du XXe siècle. Dans des communes comme Roubaix, par exemple, qui sont emblématiques du socialisme municipal, mais également dans le bassin minier, où le Parti socialiste et le Parti communiste ont structuré finalement l'électorat ouvrier pendant des années, des décennies même, du côté de Lens par exemple, avec des maires aussi réputés qui ont laissé leur nom dans l'espace public, comme Émile Bally par exemple, Henri Darras par exemple aussi à Liévin. Donc on a une réalité du socialisme municipal et du communisme municipal dans la région qui est historiquement avérée. Parler de région rose ou de région rouge, c'est pas un abus de langage. Maintenant, évidemment, ces choses-là ont profondément changé ces dernières années. Est-ce que c'était un vote de classe ? Alors oui, il y avait clairement un vote de classe, effectivement. C'est un vote qui captait le vote ouvrier, puis le vote employé plutôt aussi à partir des 30 Glorieuses, on va dire, dans les années 50, 60, 70, avec des organisations politiques, le PCF et le Parti socialiste, qui structuraient vraiment ce vote de classe, avec qui avait des réseaux dans la société civile. Donc tout ça crée finalement une structuration de gauche dans une terre ouvrière, industrielle, marquée par l'emprise minière, l'emprise de la sidérurgie aussi dans le Donésy, à Dunkerque. Il y a un monde ouvrier qui se structure et qui trouve son débouché démocratique dans le vote socialiste ou dans le vote communiste. Et est-ce que le recul donc du Parti socialiste et encore plus des communistes dans la région est récent ou est-ce une érosion longue entamée bien avant la montée du Rassemblement national ? Oui, ça date d'avant, très clairement. Alors, la dernière grande campagne de victoire du Parti socialiste dans la région, c'est 2008. La gauche, au sens large du terme, perd une grande ville quand même. En 2008, perd Calais, mais c'est le Parti communiste là qui perd à Calais. Et d'ailleurs, le Parti communiste, on ne connaît qu'une hémorragie finalement depuis 2008 qui ne semble pas devoir s'arrêter. On a encore perdu des communes en 2014, en 2020, Seclin par exemple, Marly, Oisier, enfin voilà, vraiment des vrais bastions là, du Parti communiste. Pour le Parti socialiste, 2008 est une bonne réussite, c'est un bon cru, d'autant qu'en 2008 on est
un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, donc il y a une forme de correction du vote national, comme il peut y en avoir parfois au niveau local, donc c'est un bon cru. Mais à partir de 2012, à partir de l'élection de François Hollande, la dernière grande victoire du Parti socialiste au niveau national, c'est la descente aux enfers du Parti socialiste. Et c'est pas tout à fait correspondant à la montée en puissance du RN. La montée du RN, c'est plutôt après 2014, on va dire. Donc le Parti socialiste, en 2014, là, perd beaucoup de communes aux élections municipales. On enregistre la perte de Dunkerque, par exemple, la perte de Tourcoing, la perte de Roubaix, des grandes villes, de Maubeuge aussi, dont Rémi Pauvros était le maire encore à l'époque. Donc voilà, il y a des grandes villes et des villes moyennes qui marquent une forme de traumatisme pour les militants et surtout les élus du Parti socialiste pour lesquels l'ancrage municipal reste quasiment plus important que la victoire au national. C'est vraiment un trait maintenant du Parti socialiste, c'est la notabilisation de ce parti sur des bases locales, sur le côté refuge finalement du registre municipal pour le Parti socialiste. Justement, on a l'impression que c'est le pouvoir national qui leur a fait perdre une certaine crédibilité locale. Alors clairement, cette politique de François Hollande a plutôt nui aux résultats locaux du Parti socialiste. En 2015, ils perdent la région, ils ne sont même pas présents au second tour des élections régionales, ils perdent le département du Nord. Au profit de la droite. Au profit de la droite, donc il y a beaucoup de pertes. Et 2020, dans un scrutin qui est un peu hors norme, parce que c'est un scrutin sous Covid, qui a un peu gelé l'ensemble du paysage finalement. Donc en 2020, ils arrivent à se maintenir. Donc voilà, toute la question pour le Parti socialiste cette année, c'est est-ce qu'on est en sortie de convalescence ou dans une convalescence qui parvient à donner des signes d'espoir. Donc ça voudrait dire passer par des gains ou en tout cas, encore une fois, un maintien de l'aura du Parti socialiste actuel dans la région. Ça, c'est tout l'enjeu pour le PS de ce qu'on verra dans une grosse semaine. Effectivement, malgré tout ça, malgré la prise de plusieurs institutions par la droite, malgré la poussée du RN au niveau national, certaines mairies socialistes, je pense à Lille, à Lens, à Boulogne, tiennent encore. Oui. Est-ce qu'on appelle ça des résistances locales ? Sur les municipales, on est quand même plutôt sur un scrutin très personnalisé, avec le maire, s'il est bien identifié, et c'est souvent le cas, à la rigueur, peu importe l'étiquette politique. Et d'ailleurs, le Parti socialiste dépolitise, contrairement au début du XXe siècle, où là, il y avait une forme d'action politique très, très importante. Politique au sens, on va porter des idées socialistes très marquées, en fait. Là, le Parti socialiste est dans la gestion, mais il y a une prime au sortant quand même. Et c'est vrai pour le Parti socialiste, comme pour d'autres partis à droite, et même à l'extrême droite. Si vous regardez à Hénin-Beaumont, il y a une prime au sortant aussi à Hénin-Beaumont, et peut-être lors de ces élections, y aura-t-il une prime au sortant aussi à Bruyères-la-Bussière. Justement, petit à petit, le FN puis le RN aujourd'hui a profité de ce contexte pour s'implanter et faire grimper ses scores. Je rappelle que pour la présidentielle de 2002, on comptait 19% de votes pour le FN dans la région, contre 33% en 2022 au premier tour dans les Hauts-de-France. Au municipal de 2014, le RN a gagné donc la ville d'Hénin-Beaumont avec Steve Briouat. Il y avait 11 villes RN en France à ce moment-là. Steve Briouat est un enfant du pays, comme il aime à s'appeler. Alors est-ce que cette conquête dans une ville où Marine Le Pen est aussi très implantée marque à ce moment-là un basculement durable dans la région ? Ça marque un basculement, c'est évident. C'est un fait historique à ce moment-là, quand même. Est-ce que ce sera durable ? Pour l'instant, il va falloir qu'ils confirment l'essai. Ce qui est clair, c'est que Hénin-Beaumont, ils ont réussi 6 ans plus tard, en 2020, des scores. Il faut rappeler quand même que Steve Briouat a réalisé le plus haut score des communes de plus de 5000 habitants du Nord-Pas-de-Calais, 74%, et c'est conséquent. Bruyères-la-Bussière a aussi basculé. Voilà, maintenant, tout l'enjeu pour le RN va être de conserver ces deux villes-là, mais là, il y a assez peu de doutes. Par exemple, j'ai appris tout à l'heure qu'à Hénin-Beaumont, il n'y aurait que 2 journalistes accrédités ce premier dimanche, alors que historiquement, en tout cas ces derniers scrutins, toute la presse parisienne débarquait à Hénin-Beaumont pour voir le phénomène Hénin-Beaumont. Maintenant, c'est devenu normal, en fait. Hénin-Beaumont est une ville RN, ça y est, c'est acté, ça ne fait plus aucun doute. Et c'est plus du tout une surprise, c'est vraiment un signe de normalisation. Je pense que Bruay, c'est pareil. A priori, il y a assez peu de suspense avec Ludovic Pajot. Est-ce que toute la question aujourd'hui, c'est donc de savoir s'il existe encore un plafond de verre municipal ou s'ils peuvent conquérir d'autres villes en 2026 ? Ils ont cible. Alors, on pense beaucoup à des
petites villes du bassin minier, Courcelles-les-Lances, Montigny-en-Goël, du côté de Bruay aussi, Oudin, Divion. Ça, c'est vraiment des choses qu'il pointe. Dans le Nord aussi, parfois, il peut y avoir quelques envies fortes. Je pense à Saint-Amand-les-Eaux, ce qui serait symbolique, puisque aujourd'hui, c'est la ville de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Douchy-les-Mines aussi, également, qui est une ville communiste. Drocourt, dans le bassin minier. Le Pas-de-Calais et le département, il y aura plus de listes RN. Il va y avoir 22 listes dans les communes de plus de 3500 habitants, rien que sur le bassin minier. C'est aussi tout l'enjeu de la fameuse dédiabolisation, c'est-à-dire que avant, c'était extrêmement compliqué de s'engager avec une étiquette RN ou FN. Vous pouviez être rayé socialement. Moi, Sébastien Chenu me disait tout à l'heure, aujourd'hui, on refuse du monde. Est-ce qu'on rappelle peut-être le nombre de candidats qu'il faut sur une liste ? Grosso modo, ça va de 7 minimum jusqu'à, dans la région, c'est 63, je crois, Lille, la plus grande. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y aura des candidatures RN partout, mais en fait, en France, il y a plein de trous. Dans le Pas-de-Calais, il y en a peu. Oui, ils arrivent à monter des listes, là où ailleurs en France, c'est plus compliqué. C'est pas anecdotique. Par exemple, il y a la directrice du CCAS d'Hénin-Beaumont prend la tête de liste à Courrières. Courrières, vous n'avez jamais monté de liste. Le directeur de la police municipale aussi est candidat. Il y a une espèce de laboratoire à Hénin-Beaumont. Par contre, Bruno Bilde me disait tout à l'heure, le député RN de Liévin, par ailleurs le compagnon de Steve Briouat, Hénin-Beaumont doit être un modèle, mais pas une tutelle. Donc effectivement, voilà, donc il y aura des envies de conquête, en particulier dans le Pas-de-Calais. Alors après, il y aurait des villes plus symboliques encore. On parle de Calais, mais Calais, même certains responsables du RN aujourd'hui se disent que c'est peut-être pas gagné. En revanche, il y a deux inconnues assez fortes qui sont Lens et Liévin. Ce serait extrêmement symbolique que le RN prenne Lens, puisque c'est la capitale du bassin minier. Mais aujourd'hui, on a un maire socialiste, Sylvain Robert. Et face à lui, il y a Bruno Clavé. Alors Bruno Clavé est arrivé en 2020. Il a été parachuté, en fait. Il est là depuis un petit moment. Au début, encore une fois, on a rigolé. Mais maintenant, il est là, il est connu. Il occupe le terrain. Et d'aucuns pensent qu'il a de réelles chances. Donc tout ça, on parle de villes historiquement socialistes, Liévin comme Lens. Effectivement, cette stratégie de l'implantation, elle pourrait porter ses fruits, effectivement, du RN en 2026. Alors, en tout cas, les conditions sont réunies, davantage réunies de mon point de vue qu'en 2020. Et puis surtout, là, cette stratégie d'orientation, comme pour la France Insoumise d'ailleurs, elle passe par les députés. Il y a une forme de professionnalisation du personnel politique local via la case Assemblée nationale. C'est Bruno Clavé à Lens, ou c'est Marc de Florian à Calais. On peut plus leur faire le reproche du parachutage, ou en tout cas plus complètement. Ce sont des gens qui sont élus sur le territoire, qui sont maintenant députés, qui travaillent, qui ont des moyens pour façonner leur image sur le territoire. Et comment on explique que le RN fasse plus de 50% à l'élection présidentielle dans la région, mais ne dirige que très peu de mairies à l'heure actuelle ? Bruno Bilde me le disait, il reconnaissait, il dit on a longtemps eu un problème d'implantation locale. Ça n'était pas notre priorité c'était le national. Aujourd'hui, on en fait une priorité. Il n'empêche qu'il y a encore plein de candidats là qui seront tête de liste, y compris dans des communes assez importantes, qui sont des nouveaux venus, qui vont arriver là face à des habitants qui ne les connaissent pas. Là où il y a une différence aussi sur cette campagne, c'est que longtemps, souvenez-vous, on voyait des programmes absolument dupliqués, on changeait juste la photo. Ça avait valu beaucoup de moqueries. Là, cette fois-ci, ils ont décidé de faire autrement, d'avoir des propositions extrêmement locales et adaptées à l'élection. Il n'empêche que même au RN, on ne s'attend pas à prendre les grandes villes. Alors on parlait de Lens, peut-être, ce serait vraiment une très grande victoire pour eux, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin quand même. Et ça montre quand même qu'il reste un décalage entre effectivement le poids de ce parti au national et puis son poids en local. Les grandes réussites pourraient être ailleurs que dans notre région, puisqu'elles seraient plus dans le sud, puisqu'en fait les grandes villes chez nous semble plus résister à la poussée RN que dans le sud-est. Que ce soit Nice, Toulon, on le sait, peut-être même Marseille. C'est quand même 3 grandes villes qui pourraient tomber dans l'escarcelle du RN. Personne ici n'imagine Lille tomber dans l'escarcelle du RN, ni même Roubaix, et même pas Tourcoing d'ailleurs. Donc il y a quand même une petite différence. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que les législatives 2024, où le RN a obtenu dans le Pas-de-Calais 10 sièges sur 12 et 6 sièges sur 21 dans le Nord, peuvent-elles aussi servir de tremplin ? Ils vont souhaiter surfer sur cette vague-là, parce que clairement, que ce soit les européennes, qui ont été un raz-de-marée dans la région. Je crois que c'est 98% des communes de la région qui ont placé Jordan Bardella en tête. Puis les législatives, effectivement, avec des résultats très élevés. Les législatives, de ce point de vue-là, ont été un tremplin pour les candidats. Et maintenant, je ne comparerai pas des législatives à des municipales, c'est pas le même scrutin. On vote pas pour les mêmes enjeux. Le scrutin est plus compliqué de ce point de vue-là que pour un scrutin national où vous bénéficiez de la locomotive, finalement, ces dernières années, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et
pu vous dérouler en tant que candidat. Donc j'analyserai pas les choses de la même manière. On a beaucoup parlé de la gauche, de l'extrême droite, mais finalement, tu le disais tout à l'heure, Sébastien, notre région est aussi dirigée par Xavier Bertrand, de droite, tout comme le département du Nord, où on retrouve le divers droite Christian Poiré. Alors comment et où se place justement la droite modérée, si je peux dire, dans notre territoire ? Elle est dominante, en tout cas dans le Nord, c'est clair. Elle est aux commandes de plusieurs villes, je le rappelle, Roubaix, Tourcoing, Maubeuge, enfin la droite et le centre, on va dire, par extension, Cambrai, Hasbrook. Alors quand je dis ça, la droite, sur le plan local, ne met pas ses étiquettes en avant. Même Xavier Bertrand, qui assume d'être LR, qui est parti puis revenu chez LR, sur le plan local, en fait, c'est un divers droite. Christian Poiré est un divers droite, donc on est divers droite, ce qui permet de laisser planer l'incertitude sur les positionnements nationaux. Donc voilà, la droite, elle est puissante au niveau local. Dans la région, elle perd assez peu finalement. Elle se reconfigure en interne, disons. C'est-à-dire qu'on a des villes qui ont pu être LR et qui ont basculé plutôt au centre droit. Je pense à un exemple typique, c'est Lambersart, voisine de Lille, qui a longtemps été une ville LR, incarnée par Arfil Daubresse, qui était le député puis le sénateur LR dans toute sa splendeur, qui est aujourd'hui, en tout cas jusqu'à dimanche prochain, dont le maire est Nicolas Bouche, qui est plutôt quelqu'un plutôt au centre droit. Avec la particularité aussi dans notre région, c'est que la droite est plutôt une droite sociale. La porosité est plus grande entre le LR local et le centre droit local. Il n'y a qu'à voir Gérald Darmanin, qui est la principale incarnation, qui est sans doute, avec Xavier Bertrand, le grand leader de la droite et du centre droit de la région, et qui lui-même est passé de LR au centre droit. C'est aussi ça, notre droite, la droite en tout cas régionale. C'est pas la même que celle du Sud-Est. Ouais. Et puis il y a tous ces élus sans étiquette aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça veut réellement dire ? Ça veut dire qu'on est d'abord une région où il y a beaucoup de villes, mais il y a beaucoup de ruralité aussi, et que dans la ruralité, le scrutin municipal est un scrutin largement dépolitisé, en fait. Une médiathèque, elle n'est pas de droite ou elle n'est pas de gauche, qui porte vraiment sur des enjeux très très locaux. Puis beaucoup de maires de ces communes-là nous disent non, alors on parle pas de politique. Donc non, ces maires sans étiquette, on les retrouve un peu, on arrive un peu plus à les qualifier, à les retrouver, c'est au moment des sénatoriales, ça c'est assez marrant, parce que en fait ces maires sans étiquette, ils grossissent les rangs des candidats aux sénatoriales qui sont élus donc par les maires et les conseillers municipaux. Donc ces maires sans étiquette, ils sont plutôt grosso modo les électeurs des candidats de droite, et il y a de nombreux candidats de droite souvent au sénatorial dans la région, enfin en tout cas dans le Nord, ça c'est sûr. Et un peu plus à l'extrême droite aussi, puisque il faut le rappeler, aux dernières sénatoriales, il y a eu un sénateur RN élu dans le Pas-de-Calais et un sénateur RN élu dans le Nord, ce qui d'ailleurs faisait dire à Bruno Bilde que la prochaine fois, ils n'auront aucun souci pour obtenir les 500 parrainages pour la prochaine présidentielle. Finalement, pour conclure, est-ce que la région est en train de passer d'un bastion socialiste à une terre frontiste, comme on le disait au départ, ou plutôt à un paysage fragmenté où aucun camp n'est vraiment hégémonique ? En tout cas, sur le plan municipal, je pense qu'il y aura du mouvement, mais on reste sur un paysage qui est composite quand même, avec des bastions qui vont demeurer. Je vois mal Dunkerque, par exemple, basculer d'une manière ou d'une autre. Il y aura encore des villes de droite, il y aura encore des villes de gauche, il y aura des villes RN et peut-être un peu plus de villes RN, on verra bien. Il y aura peut-être une ou deux villes LFI, on ne sait pas, c'est une possibilité aussi. Et il y aura un grand marais de villes sans étiquette, divers droite, divers centre, divers gauche, enfin voilà. Donc le paysage, il va être composite. Il y aura des évolutions, mais on ne va pas du jour au lendemain assister à de tels mouvements tectoniques qui feront dire qu'on est une région RN sur le plan municipal, comme on a pu être à un moment donné, une région socialiste ou communiste sur le plan municipal. Il faudra sans doute prendre garde au lendemain du second tour en particulier, à ne pas se focaliser sur tel ou tel symbole. Imaginons Roubaix tombe dans l'escarcelle de l'EFI. Imaginons le RN prend Calais, Lens, c'est des exemples. Toutes les caméras vont se focaliser là-dessus. Mais il ne faudra pas se concentrer que là-dessus, parce qu'effectivement, la région est est composite, et il y a 1500 communes, et j'ai pas de boule de cristal, mais j'imagine pas forcément de séisme. Il pourrait y avoir sans doute des surprises, des changements, des basculements, mais l'ensemble du paysage municipal, régional, je l'imagine pas complètement renversé.
Merci beaucoup à vous deux pour ces éclairages passionnants qui auront une suite puisque la semaine prochaine, nous reviendrons sur les points chauds des municipales et les villes où l'équilibre pourrait basculer. D'ici là, retrouvez tous nos contenus liés à ces élections locales à venir sur notre site internet et n'hésitez pas à vous abonner à Hors-Texte sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des dernières actualités. Hors-Texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.